En fait, nous, la question qui nous travaille pour cet atelier-là, c'est finalement le sentiment d'une place de la science dans les mobilisations écologistes qui a un double jeu, qui joue un double jeu. C'est-à-dire que on s'appuie, nous, dans notre militantisme quotidien, beaucoup sur des constats scientifiques relatifs à l'épuisement des ressources, l'extinction du vivant, le dérèglement climatique. Et en même temps, il y a une montée de l'expertise sur ces enjeux-là qui interroge du coup la prise de décision politique. Et puis surtout, on assiste à des conceptions et à des usages politiques de la science qui nous semblent un peu étonnants, comme par exemple le technosolutionnisme, où là, il y a un usage politique de la science assez qui nous laisse un peu circonspect. Et donc, on a finalement le sentiment de pas trop savoir quoi faire de cet énorme objet qui est celui de la science quand on essaye de se mobiliser à notre échelle en tant que citoyen pour faire face à ces questions écologiques. Et donc, la question qu'on se pose, finalement, c'est que faire de la science, quelle juste place de la science et à quelles conditions celle-ci peut-elle véritablement nous permettre de nous mobiliser. Et c'est un peu ça, voilà, la question que l'on vous pose. Et puis finalement, comment vous avez rencontré cette question dans votre parcours de philosophe des sciences et de militante? Ok. Je pourrais dire que j'ai abordé, en fait, mais je ne comprenais pas encore à quel point ça avait ce sens-là, la question de la place des sciences face à ce qui est en train d'arriver, disons. En choisissant, quand j'ai écrit Au temps des catastrophes, de nommer Gaïa, l'intrusion de Gaïa, et non, comment dirais-je, le problème de l'instabilité du système Terre. Mmh. Le système Terre, c'est, comment dirais-je, une manière objective de définir la situation. Scientifiquement sûr et classique, parce qu'on pourrait parler du système Mars, du système Vénus, ça transforme la Terre en un objet de connaissance parmi d'autres. Et c'est correct, parce que rien de ce que fait le GIEC, qui a fait ce choix de parler du système Terre, n'a pour sens de mettre en question la science, de montrer la science qui nous permet de définir ce qui nous est arrivé, ce qui n'est pas critiquable, ce qui est très utile, parce que ça permet de voir que ce qui arrive pour le moment est le début d'une histoire qui ne s'arrangera pas comme une crise pourrait s'arranger. Le système Terre est instabilisé et va vers une instabilité toujours plus accentuée. Il n'y a pas lieu de parler de crise et d'attendre que ça s'arrête. De dire qu'on sortira de la crise, ça veut dire qu'on n'en sortira pas, en tout cas pas pour des décennies, voire des siècles, ça dépend de ce qu'on fait pour le moment. On n'en sortira pas, donc il faut apprendre ce que ça nous dit. Bon, mais c'est une parole de scientifique. Et en parlant de Gaïa, je mettais plutôt la question sur le fait que, à travers ce que nous disent les scientifiques, il faut aussi entendre le problème posé à tout un chacun et au collectif, y compris aux scientifiques. Le problème véritablement plutôt existentiel de comment changer nos rapports à la Terre et aux autres, si le rapport qui a prédominé jusqu'ici nous a amenés là. Donc, c'est plutôt une interpellation. C'est Gaïa, nous ne pouvons pas lui répondre parce que je n'oublie pas que c'est aussi un autre nom pour le système Terre et qu'elle n'a pas de réponse à nous donner en tant qu'objet scientifique. Nous sommes modernes. Il ne faut pas nous adresser à Pachamama aussi simplement. Donc, il faut savoir qu'elle ne nous demande rien, mais par contre, la situation où elle nous met demande une réponse qui n'est pas une réponse scientifique.
quoi sommes-nous capables? Alors, vous parliez de technosolutionnisme. Ben, du point de vue de la science classique, et parfois le GIEC va de ce côté-là aussi, définit le problème comme s'il était susceptible de solutions techniques. Quand on parle de décarbonation de l'économie, hop là, voilà la possibilité de machines électriques, de voitures électriques qui nous promet une solution qui nous permettra de continuer à vivre comme avant. Donc, toutes ces solutions sont des solutions à peu près fantasmatiques, mais qui traduisent finalement ce qu'on a demandé à la science, ce qui a fait sa réputation et son prestige depuis, en tout cas, le 19e siècle, c'est-à-dire, elle nous apporte des moyens d'agir nouveaux et plus puissants. Donc, la solution, ce sont des moyens d'agir tels que l'invention de batteries toujours développées, etc. Donc, demander des solutions à la science, c'est sa situation classique. Sauf que les scientifiques ne sont pas toujours conformés. Il y a des scientifiques qui ont mis leur savoir en relation avec des problèmes de sens et d'existence. Mais ça a toujours été des minoritaires. Si la science est reconnue comme rationnelle, objective, c'est justement parce qu'elle propose, au fond, un progrès toujours plus important de la capacité de l'homme à libérer de nouvelles forces productives. Que le technosolutionnisme, si justement on ne travaille pas, si les scientifiques n'acceptent pas de remettre en question ce qui leur a valu leur prestige et leurs subventions, et l'alliance avec l'État et l'industrie, si elles ne remettent pas cette situation qui est elle-même une situation écologique, de qui dépendons-nous, à qui nous adressons-nous, qui intéressons-nous, elle est vouée au technosolutionnisme et à une définition objective de ce que nous devons changer. Tout faire, et Dieu sait que ça veut dire beaucoup de choses pour diminuer nos émissions carbone. Quitte d'ailleurs à dire, après on s'occupera de la biodiversité, elle aussi objectivement définie, mais pour le moment, l'important, c'est maintenir une terre habitable. Un peu comme on maintiendrait une atmosphère habitable, c'est-à-dire où est le thermostat. Et pas maintenir une terre habitée et richement habitée. Est-ce que, Isabelle, on peut faire un lien entre votre proposition-là et une autre de vos propositions théoriques sur ce que vous appelez l'intelligence publique des sciences? Je crois que l'intelligence publique des sciences, ça veut dire, et c'est probablement une partie importante, non pas de nouvelles réponses au rôle des sciences et des scientifiques, mais quelque chose qui est une condition pour que ce nouveau rôle soit envisagé, donc ça remonte très en amont, c'est que ce qu'on appelle le public, c'est-à-dire ceux qui ne pratiquent pas directement la science, ou bien des scientifiques, mais qui, quand il y a de grandes questions, oublient ce qu'ils font pratiquement tous les jours et se réfugient derrière une image publique de la science, qui est ce qu'il leur reste quand ils oublient ce qu'ils font. Donc, cette image publique de la science, c'est une image qui est en fait, qui a pour effet et qui peut-être est faite pour maintenir le public à distance. C'est-à-dire lui demander de respecter, voire d'être reconnaissant pour les bienfaits que la science leur apporte, mais leur dire que de fait, la science est l'affaire des scientifiques et qu'il ne faut pas s'en mêler. Que s'en mêler, c'est parasiter avec des mauvaises questions.
une intelligence publique de la science, au sens positif du terme, et pas une acceptation publique de la science, justement, c'est pouvoir comprendre comment les scientifiques fabriquent leurs problèmes. Qu'est-ce qui leur fait peur? Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est pouvoir éventuellement, sachant ça, pouvoir intervenir, c'est-à-dire dire attention ici, ce qui vous fait agir et penser, votre manière de poser le problème est partielle et partiale par rapport aux conséquences qu'il s'agit d'envisager. Donc, une intelligence publique de la science permet de la situer activement, de bien s'adresser à elle sans lui demander ni trop peu, mais aussi de savoir pour quel type de problème elle ne peut pas travailler seule. En agriculture, c'est le cas. L'agriculture, l'agronomie scientifique a d'abord traité les agriculteurs d'ignorants. Et puis leur a proposé des bénéfices qui ont changé complètement leur métier. Et ça, ce n'était pas prévu par les scientifiques qui ne s'intéressaient pas au métier de paysans. Et ça a été subi par les paysans qui ne savaient pas dans quoi ils s'engageaient en acceptant les propositions scientifiques. Donc, savoir qu'une proposition scientifique vient avec un monde qui n'est pas forcément un monde désirable, mais qu'elle induira ce monde, quoi qu'il arrive, ça fait partie de l'intelligence publique des sciences, c'est-à-dire aussi de la capacité de poser de véritables problèmes aux scientifiques. Et ça, je crois que l'affaire des OGM a fait avancer cette intelligence publique sur ce point-là. C'est-à-dire que l'alliance des contestations et des critiques contre les OGM au champ, en laissant les OGM de laboratoire vivre leur vie scientifique, mais en disant les OGM au champ, ce n'est pas la même chose, et a permis de faire bafouiller les experts parce qu'ils ne pouvaient pas répondre aux questions qui leur étaient posées. Et ça leur a montré, à certains en tout cas qui l'ont reconnu, les zones de non-savoir énormes qui pourtant impliquaient des problèmes qui seraient à l'œuvre dans la mise en agriculture massive des OGM, mais qui étaient ignorés par eux et dissimulés au sens où il fallait des opérations de mise en action d'autres savoirs pour que ces ignorances se manifestent. Donc, c'est aussi l'intelligence publique des sciences, c'est aussi la possibilité de mettre en action d'autres modes d'intelligence dont les sciences ont besoin pour ne pas être criminellement irresponsables des effets de ce qu'elles proposent. Quel dispositif alors? Pardon. Oui, et je crois que la plupart des scientifiques dont on parlera sans doute qui aujourd'hui bifurquent, mettent en question le type de formation ou de discipline qui est la leur, joignent des collectifs qui essayent de faire autrement, traduit cette idée que ce qu'on pourrait appeler la culture, ou plutôt la non-culture scientifique, qui préside à leur formation et à leur pratique, est totalement inadéquate à ce qui nous attend. Et du coup, est-ce que vous imaginez un dispositif particulier qui le porterait d'ailleurs? La démocratie, l'université, l'espace civique, qui serait capable d'accueillir cette pluralité en fait de besoins, de désirs, de sens, qui ouvrirait comme ça la question scientifique? Est-ce que c'est une question? Il faut être réaliste, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas avec des grands discours qu'on va modifier les habitudes des scientifiques qui ne désertent pas les autres. Mais le problème, c'est que c'est un peu binaire, c'est-à-dire soit on déserte, mais alors on ne fera pas changer ceux qui continuent en serrant les dents à travailler sérieusement. Donc, ou bien on déserte, ou bien on continue. Donc, il s'agit de… Mais par contre, les scientifiques sont prêts à beaucoup de choses dès que l'évaluation de leur travail, c'est-à-dire
L'argent qu'ils reçoivent est en jeu. Donc, ça passe par des choix politiques. Des choix politiques. Si, par exemple, dès lors qu'une proposition prétend intervenir dans une situation telle que celle du désordre climatique ou d'autres situations d'intérêt commun, eh bien, il faudrait que leur projet soit évalué aussi par tous ceux qui ont quelque chose à dire sur cet intérêt commun. Du coup, ils devraient apprendre à traiter les objections sérieusement. Du coup, ils devraient, puisque leur travail en dépend, élargir leur imagination. Ce n'est qu'un début, mais ça voudrait dire aussi que les jeunes chercheurs seraient formés autrement. En ce qui concerne les bienfaits de leur science pour la société, eh bien, on leur apprendrait aussi ses méfaits et à analyser les raisons de ces méfaits et à analyser d'où venait le manque d'imagination qui a permis de dire qu'on ne pouvait pas prévoir ces méfaits. Donc, à travailler à une culture de l'imagination. On présente comment dirais-je, le manifeste pour un ralentissement des sciences que j'ai écrit, je présente quelques tentatives qui sont optimistes au sens où elles étaient totalement minoritaires, avec des étudiants débutants en agronomie, mais où on leur demandait d'enquêter sur une situation où leur science est en jeu en utilisant Internet. Et du coup, en reconnaissant toutes les dimensions du problème où leur science était censée intervenir. Eh bien, sur ces jeunes, en tout cas, ça a donné des effets positifs. Ils étaient heureux de voir situer autrement, parce qu'ils étaient encore entre les deux, entre la société en général, et ils partageaient ces problèmes en tant que tels, et la loyauté envers leur science, qui demande que ces problèmes soient dits, ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas des problèmes scientifiques. Et le fait de leur permettre d'habiter cette situation au milieu ouvrait leur imagination. Ça, c'est le genre d'apprendre aux jeunes scientifiques et cultiver dans les sciences l'imagination provenant de tous les cas où les sciences ont produit autre chose que ce qu'elles prétendaient proposer, devrait faire partie d'une espèce de culture des sciences qui crée d'autres précédents. Aujourd'hui, on nous dit, mais si on faisait attention à tous ces problèmes, on n'aurait pas l'électricité, se disant tout le monde veut l'électricité. Donc, on propose toujours des réussites que personne ne songerait à oser mettre en question. Eh bien, il s'agit de proposer des cas où on se dit, eh bien, on aurait mieux fait de mettre en question. Les barrages, par exemple, qui étaient la solution proposée à tout et dont on voit maintenant que ça peut avoir des conséquences complètement dites imprévisibles. Oui, imprévisibles parce qu'on n'avait pas posé les questions auxquelles correspondaient ces possibilités. Pas imprévisibles au sens d'un événement qui peut se produire et qui se produisait souvent par le passé. Un tremblement de terre avant était imprévisible. Maintenant que quelque part on peut anticiper des probabilités, se pose la question, qui n'est plus une question scientifique, comment on fait? Et donc les questions, la question n'est pas, c'est pas scientifique, la question est là, les scientifiques ne peuvent pas s'aventurer tout seuls. Ils doivent savoir cela. C'est pas qu'on et l'avenir désirable, c'est des scientifiques qui soient réhabitués, déshabitués de leur parti pris de non-imagination de ce qui n'est pas scientifique et qui sauraient dire ici je ne peux pas travailler tout seul. Ici,
S'il s'agit de est-ce que les neutrinos ont une masse, qui est mon exemple fétiche pour une question qui n'a aucun sens à intéresser quiconque que les protagonistes pour qui ça compte, bon, eh bien, une convention citoyenne sur l'intérêt de donner une masse aux neutrinos n'aurait pas de sens. Ça n'intéresse que les gens de cette spécialité. Après, il y aura peut-être des conséquences où il faudra associer d'autres gens. Mais sur cette question nue, masse ou pas de masse, bon, par contre, justement, il devrait avoir l'imagination de vraiment discriminer entre un extrême, est-ce que les neutrinos ont une masse ou pas, et l'autre extrême, est-ce que les barrages ou les grandes bassines aujourd'hui ont un sens ou pas. Et là, d'ailleurs, ils sont à peu près tous d'accord, ça n'a pas de sens. C'est vraiment une imagination de propriétaires fonciers et pas de scientifiques. Mais les scientifiques commencent d'ailleurs, parce que pour le moment, là, au moins, ça peut être de leur ressort, à donner des arguments contre les grandes bassines. Mais je crois qu'il y a un petit maillon que j'arrive pas très bien à comprendre, parce que vous dites d'abord, donc il y a un problème existentiel qu'on doit reposer et qui n'a pas de réponse scientifique directement. Et de l'autre côté, les scientifiques produisent des savoirs que les citoyens peuvent critiquer, faire des objections. Mais du coup, je cherche le maillon où, en tant que citoyen, on pourrait poser des questions à la science et orienter des recherches scientifiques dans un sens qui nous intéresserait, justement pour traduire ce problème existentiel en problème scientifique qui, sans chercher de solution technique, nous permettrait d'avancer vers justement ce rapport au monde. Ça pose la question que Bruno Latour a posée dans les dernières années de sa vie, de sciences terrestres. L'objectivité n'est pas terrestre. Il n'y a rien d'objectif sur Terre dans les rapports entre les choses, dans les rapports entre les êtres, les vivants et les non-vivants, etc. Ce sont tous des rapports actifs, intéressés et non destinés à vérifier ou à être vérifiés. Ce sont des rapports risqués. Oui, ça c'est leur premier trait, c'est d'être risqués. Donc, des sciences, comment faire pour que les sciences terrestres puissent contribuer à nos problèmes sans les objectifier. Et ça, il y a des cas. Je crois que les sciences qui améliorent les instruments de détection sont intéressantes. Pouvoir détecter quelque chose qui est en train de se passer et qui n'est pas sensible si facilement à l'œil nu. Ça, c'est intéressant parce que ça dit il y a un problème, mais ça ne définit pas le problème. Si je détecte, tous les animaux détectent. La détection est à leur manière. Nos sens sont faits non pas seulement pour mettre le monde en spectacle, mais pour détecter des changements. C'est ce dont Tsing parle des arts de l'observation. Apprendre à détecter. Et les sciences peuvent vraiment nous aider apprendre à détecter. Et aussi nous aider comment dirais-je, à nous méfier de ce qu'elles-mêmes ont trop pratiqué, c'est-à-dire des généralisations actives. Non, attention, telle situation peut être très différente de telle autre, malgré leur ressemblance. Ce qui convient ici pourrait ne pas convenir là. Donc, les sciences sont actives lorsqu'elles nous permettent de bien poser nos problèmes, c'est-à-dire de les compliquer. De les compliquer et d'en appeler du coup à notre intelligence, parce qu'on est intelligent, non pas face à des grandes avenues qu'il suffit de prendre pour résoudre, on est intelligent face à des situations compliquées, ou des choix, des risques.
et de la pensée ensemble sont primordiaux. Donc, encore une, on parlait d'écologie au début, je crois qu'effectivement, il n'y aura pas de solution au problème. Et c'est un peu ce que Guattari disait, et pour moi, son livre a été vraiment quelque chose d'important, les 3 écologies. Les écologies sont toujours reliées. Il n'y aura pas de solution au problème écologique de nos rapports avec la Terre et les terrestres sans transformation écologique de nos rapports entre nous et écologique de qu'est-ce que ça signifie être capable de formuler un problème, de comprendre une situation et de ne pas la simplifier, etc. Ça, ce sont tous des problèmes écologiques. Quand j'ai dit il faut que les scientifiques soient confrontés pour pouvoir survivre dans leur subvention à de nouvelles exigences, je formulais le problème au niveau écologique. D'où dépendent les ressources dont vous avez besoin. Eh bien, ça va vous intéresser. Et au début, vous grognerez, mais vos habitudes changeront. L'écologie est toujours une éto-écologie, c'est-à-dire une écologie des comportements. Ce sont des comportements qui s'enchevêtrent, pas des ADN, pas des définitions objectives des vivants, mais des manières de se comporter les uns avec les autres, que ce soit prédateur ou proie, mais aussi symbiose, etc. Donc, il faut une nouvelle symbiose sociale, socio-économique, parce que la symbiose qui a donné son identité éthologique aux scientifiques était dominée par l'alliance avec l'État et avec l'industrie. Il faut que d'autres types d'alliances, créant d'autres types d'intelligence et d'autres types d'éthos, deviennent vitales pour les sciences. Et c'est cette complexification qui fait que le renoncement à cette objectivité problématique ne contrevient pas à une possible unité. En fait, ce que je trouve difficile aussi, c'est que dans ce changement de conception du savoir, il y a le risque d'avoir une somme d'expériences plurielles. Et dans une société où il y a aussi un délitement justement d'une vie commune, on aurait pu croire que cette source légitime du savoir dans la science publique soit un lieu d'unification. Or, on voit que cette objectivité, elle est problématique, comme vous le dites. Et donc, si je comprends bien, cette nouvelle symbiose, par la complexification des savoirs, elle permettrait aussi une manière de vivre ensemble, enfin de retrouver une forme d'union sociale et politique. Pour le moment, le délitement est devenu effectif parce que les gens profitent d'autres sources d'informations pour le meilleur et pour le pire. Auparavant, ça avait l'air d'être calme parce que l'arbitrage par l'objectivité contrebalançait les oppositions politiques. Personne n'aurait osé aller contre la science parce qu'elle était au-dessus de la gauche et de la droite et des confrontations partisanes. Mettre la science en politique ne veut pas dire politiser la science. Politiser la science, ça voudrait dire que les scientifiques se jugeraient, comme parfois les politiciens. Il faut aussi mettre en écologie la politique. Se jugeraient légitimes de cacher certains aspects de ce qu'ils savent parce que c'est politiquement incorrect. Non. Donc, il s'agit de récupérer le type de confiance qu'une science correctement faite mériterait, si elle est correctement faite. Il ne s'agit pas de dire la science est un protagoniste parmi d'autres. Aucun protagoniste n'est comme les autres. Et les sciences ont à apporter quelque chose
qui n'a de sens que si on peut leur faire confiance. Simplement, il faut qu'ils gagnent cette confiance. Moi, quand un scientifique me parle de la transition énergétique en termes de batterie au lithium, je ne lui fais pas confiance. Je n'ai aucune raison de lui faire confiance. Il y a trop de choses qu'il ne dit pas pour dramatiser la merveille de ce passé de pétrole, quoi. Donc, il faut qu'il regagne cette confiance. Bon, tout n'est pas joué. Tout n'est pas joué, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de penser en termes de par où il y a de l'espoir. À quelles conditions je peux, non naïvement, et on a besoin d'espoir, parce que l'inverse de l'espoir, c'est le désespoir. Et le désespoir, c'est l'effondrement, etc. Il n'y a rien à faire. Réfugions-nous dans la spiritualité. Je n'ai rien contre la spiritualité. Il y a une certaine spiritualité dans tous les métiers qui demandent quelque chose à celui qui le fait. Là où ça a encore un sens de dire ça, c'est un travail bien fait. Il y a de la spiritualité dans l'air. Le néolibéralisme l'a détruit, enfin, s'attaque à le détruire, à dire nous avons nos propres critères pour le bien et le mal fait. Ces critères, d'ailleurs, doivent être évolutifs et flexibles. Bon, ben, ça, c'est vraiment une attaque mortelle. Enfin, faut savoir que ce que le néolibéralisme impose à tous les métiers sont vraiment la fin de toute possibilité d'espérer, de tous les chemins qui permettraient de faire germer l'espoir. Donc, il y a un ennemi encore qui est une nouvelle incarnation du capitalisme, mais encore plus redoutable parce qu'elle s'en prend, je dirais, aux âmes. Elle redéfinit les âmes et pas seulement les faire ou les rapports. Et ça, il faut vraiment se dire que l'économie néolibérale qui nous domine est ce contre quoi toutes les attentions doivent être activées. Et toutes les vérifications doivent être mises à l'œuvre. Vérification au sens de est-ce que votre raisonnement ne présuppose pas une hypothèse néolibérale. Donc, il faut déraciner tout ce que le néolibéralisme nous a donné comme poison, nous a empoisonné. Déraciner les poisons. Et les détecter. Et ça, c'est aussi une détection, mais c'est une détection qui n'est pas vraiment politique, qui est vraiment existentielle. Qu'est-ce que ce monde, depuis 30 ans, nous a fait? Je trouve ça très intéressant, la façon dont vous parlez de faire exister en fait des zones de non-savoir, de révéler aux scientifiques leur besoin de créer des alliances, révéler les dépendances qui sont déjà les leurs et finalement les confronter à une non-culture scientifique pour essayer de mettre en place une culture de l'imagination. Et j'ai l'impression que là-dedans, j'essaie de revenir un peu à notre échelle, enfin à moi en fait, enfin ce que je pourrais faire, enfin ce qu'on pourrait faire ensemble, c'est peut-être essayer de trouver des dispositifs dans lesquels on pourrait essayer de faire exister, au moins d'un point de vue discursif presque, ces zones de non-savoir. Et donc je m'interroge sur les conditions de possibilité, enfin comment créer ces dispositifs-là où on révèle ces zones de non-savoir. Est-ce que c'est de la désobéissance civile? Enfin, comment on peut révéler ces zones-là? Mais il faudra d'abord être clair pour dire que ce non-savoir n'est pas une zone où on devrait avoir des pratiques s'adressant à l'ineffable. Non, ce sont des zones de non-savoir relatives au type de savoir cultivé. Les paysans ont des savoirs
qui désignent des zones de non-savoir pour les scientifiques, mais qui sont des savoirs pratiques précieux pour les paysans et vitaux Oui. pour les paysans. Enfin, les paysans dans la mesure où justement, ils sont paysans et pas opérateurs agricoles. Mais ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement des paysans les Américains appellent ça reclaim, se réapproprier les savoirs paysans. Reclaim, c'est à la fois lutter et guérir. Guérir de ce qu'on a fait, de ce qu'on nous a fait quand on nous a séparés de ces savoirs. Et les recultiver à nouveau dans les nouvelles conditions où nous sommes. Donc, une zone de non-savoir, c'est une zone de non-savoir pour ce que les scientifiques cherchent. Et donc, ce qu'il s'agit de favoriser, c'est des rencontres entre des zones disparates de savoir et créer des liens nouveaux entre ce qui était défini comme disparate. Ça, c'est scientifique, ça, c'est non scientifique, ça, c'est politique, ça, c'est purement pratique au sens, ça regarde quand et comment telle plante sur quel terrain telle plante peut prospérer, etc. Donc, ça ne regarde pas le politique, où et comment une plante prospère. Non, ben oui, c'est un non-savoir pour le politique, mais dont, pour certains problèmes, qu'il doit apprendre à prendre en compte. Et donc, c'est créer des liens de type nouveau entre êtres hétérogènes. Mais tout lien intéressant est toujours une création de connexion entre hétérogènes. On ne peut pas parler de relations entre deux semblables. Enfin, de relations à créer. Le caractère semblable est déjà la relation. Elle préexiste et elle est inerte. Mais une relation qui transforme les termes, ce sont ça les relations qui nous intéressent, les relations qui transforment les termes, ça, c'est des relations à créer, c'est toujours entre hétérogènes. Mais est-ce que pour qu'il y ait rencontre, il ne faut pas qu'il y ait toujours un intérêt commun? Je crois que justement, c'est le terrain de la rencontre, c'est le terrain du commun. Le commun n'est pas universellement commun, il est toujours situationnel. Mais la situation n'est pas non plus limitée parce qu'une situation est enchevêtrée à d'autres situations. Donc, quel est notre terrain? C'était une des questions que Latour posait, que j'aimais beaucoup dans son travail sur l'écologie politique. C'est la première question préalable, c'est combien sommes-nous? Combien sommes-nous? C'est-à-dire combien de protagonistes hétérogènes, il ne s'agit pas de compter pour voter, combien de protagonistes hétérogènes sont ici indispensables pour bien s'adresser à cette situation. Et le fait que cette question soit posée est elle-même une question transformatrice. Oui. Moi, je sais qu'il y a des questions et le commun en général, enfin dans cette vision possibiliste plutôt que utopique, c'est une société où je pourrais me définir comme non concernée, c'est-à-dire n'ayant rien à apporter à tel type de situation, mais étant capable non seulement de faire confiance dans la manière dont cette situation sera traitée, mais aussi éventuellement de m'y intéresser, c'est-à-dire d'en apprendre quelque chose sur comment cette situation peut être explorée. C'était juste
C'était une proposition d'un philosophe belge, Tamino, à propos des tragédies grecques. Il disait, si les tragédies étaient quelque part un devoir civique, enfin, assister aux tragédies était un devoir civique pour les citoyens d'Athènes, c'était parce que la leçon civique venait du cœur. Le cœur est souvent méprisé, il est en train de déplorer, etc. Mais c'était avec le cœur que le citoyen devait, non pas s'identifier, mais auquel il était appelé à participer. Pourquoi? Parce que ce que la tragédie montrait, c'est ce que la cité devait éviter. Une confrontation innégociable entre deux protagonistes dévorés par des nécessités antagonistes, justement. Donc je veux dire, ces lieux situationnels sont des lieux où, justement, le sens de la situation devient négociable, justement, parce que aucun des savoirs qui sont là ne prétend détenir la vérité. Ils sont tous définis par des non-savoirs. Et ils ont tous besoin des autres pour se mettre à la hauteur de la situation. Ça, c'est une... J'aime pas beaucoup les définitions grecques de la rationalité, mais celle-là, elle me plaît bien. Comment se mettre à la hauteur de la situation? Comment définir les tragédies comme non pas par leur grandeur, ils ne céderont pas sur leur passion, mais comme de l'antipolitique, enfin comme ce qui nous perd. Le scientifique, il dirait, vous pouvez me tuer, mais vous ne me ferez pas prendre au sérieux Pachamama. Ben, tant pis pour lui, qu'il meure, qu'il crève. Alors, j'avance une autre question parce que j'irai moi-même vers justement la rencontre, la possibilité de symbiose. Et en même temps, dans le dernier atelier, on a parlé donc de la désobéissance civile. Et une des modalités d'action, c'était aussi le sabotage comme manière de désarmer l'adversaire. Et donc, je me demandais justement, dans ce rapport à la science, notamment la science moderne, institutionnelle, est-ce qu'il y a encore... voilà, quel sens aurait pour vous la conflictualité et plus précisément cette idée de sabotage, c'est-à-dire de désarmer cette... Alors, vous l'avez dit en partie sur le fait de réinterroger l'objectivité qu'elle prétend, mais peut-être quels seraient ces moyens concrets en tant que citoyen de saboter la science moderne. Le problème, c'est qu'on pourrait dire qu'elle s'auto-sabote et que personne n'a intérêt à ce type de sabotage, puisque, étant donné la redéfinition néolibérale de ce qui est demandé aux scientifiques, innover, compétition, plus personne n'a d'intérêt à mettre en question le travail de l'autre, puisqu'on est tous sur la même branche, on doit tous séduire le privé, etc. On doit tous faire semblant d'eux. Eh bien, les fraudes, les pseudo prétentions bouleversantes, etc., abondent. La science est de fait devenue beaucoup moins fiable, y compris dans les zones où on pouvait attendre d'elle de la fiabilité. Donc, il ne s'agit pas de saboter. Quand on sabote, comment dirais-je, des chantiers, des industries qui bétonnent, etc., ou quand on s'en prend aux bassines, etc., on s'en prend à quelque chose dont on n'attend rien, juste qu'ils disparaissent. On ne peut pas faire la même chose, le même type de sabotage avec les sciences, parce que de dire nous n'attendons rien des sciences, c'est justement faire abstraction de tout ce que
de tous les endroits où nous pourrions avoir besoin de détecter ce qui est en train de se passer, de faire la discrimination entre ceci et cela, etc. Toutes les manières de détecter, discriminer pour bien comprendre une situation et non pas pour la définir. Définir, ça c'est à tous les savoirs ensemble qu'il s'agit de s'adresser. Donc, mais saboter les définitions, ce serait peut-être pas mal. Apprendre à se rire, et si les artistes pouvaient le faire, à faire des sketchs sur tout ce qu'une définition scientifique ignore et doit ignorer pour qu'elle soit scientifique. Donc, je crois que ça passe aussi par une culture scientifique suffisante, une intelligence publique suffisante pour tourner en dérision ce qui peut être tourné en dérision dans les fétiches scientifiques. La bonne définition. Et c'est justement là que le neutrino avec sa masse fait exemple d'exception. Là, pouvoir définir le neutrino comme doté d'une masse, c'est une réussite qui change beaucoup de choses pour les concernés. Mais quand une définition se dit objective à être prise au sérieux par tous, elle doit pouvoir être sabotée. Et voilà un exemple de sabotage, mais par la dérision. Comme les opposants aux OGM ont fait bafouiller les experts, faire bafouiller les scientifiques. Ça, ce serait un excellent sabotage. J'y pensais pas jusqu'ici, mais je crois. Ça a une violence. Hein. Si un vrai comique, un vrai doué pour l'humour, un vrai humoriste, tournant j'avais dans le temps, quand c'était... faut jamais oublier l'OMC quand on parle de l'impuissance de nos gouvernements. Hein. S'ils faisaient ce qu'il faut, ils auraient tous les procédés industriels avec la bénédiction de l'OMC et sans moyen de se défendre sur le dos. Donc, il ne faut pas oublier que nos gouvernants sont voués à être nos ennemis par l'impuissance qu'ils ont acceptée en acceptant des choses comme l'OMC. Donc ça, et l'OMC s'est créé alors qu'on savait que le réchauffement climatique commençait. Il y a là deux mondes qui s'ignorent parce que jamais le GIEC ne met en cause l'OMC. Se foutent de cette tournée en... Donc, à l'époque, avant l'OMC, où un traité était en train de se concocter pour la liberté de l'investissement, qui faisait que tout investisseur qu'on décevait dans ses espoirs de profit par une nouvelle loi, etc., pouvait poursuivre l'État, même si c'était un investisseur d'Arabie Saoudite venant en France ou en Belgique. Il y avait eu déjà beaucoup de protestations là-dessus. Et qui avait fait reculer la chose? Mais Pascal Lamy avait dit contre ces protestateurs, on n'arrête pas les horloges. Donc c'est le progrès. C'est même plus le progrès, c'est la nécessité. Et je me disais, mais où sont les artistes qui auraient tourné en dérision cette phrase, qui l'auraient rendue obscène, qui auraient vraiment fabriqué une réponse qui ne soit pas « mais oui, on peut arrêter les horloges », mais vous avez entendu ce qu'il a dit, vous vous rendez compte de ce qu'il a dit. Et ce genre d'humour grinçant, enfin, ce genre d'humour c'est une arme. Donc ça, c'est l'arme de sabotage et de dérision. Et puis, il y aurait une arme à trouver pour convertir les scientifiques pour qu'ils deviennent nos alliés. C'était ce qu'on a abordé au début de... Disons que dans ce cas-là, comme on s'en prend à des choses dont ils doivent quelque part reconnaître que ce n'est pas tout à fait faux, ça appelle déjà à leur imagination. Ça les remet à leur place. Et en leur montrant que leur place
assez mal agencées. Donc ça les démoralise. Et donc, moi, j'ai envie d'une science démoralisée en ce sens-là, c'est-à-dire qui n'est plus nourrie par le moral. On a tout de même raison, et ceux qui s'opposent à nous sont ceux qui ne nous comprennent pas. Nous sommes tout à fait, nous sommes bons. Nous sommes bons pour l'humanité. Donc, démoraliser, c'est une bonne manière de saboter. C'est une bonne manière. Il y a des manières matérielles de saboter. Et là, ma foi, il y a des laboratoires, mais il y a aussi des laboratoires industriels qui peuvent être sabotés, mais ça m'intéresse moins parce que. Mais ça appartient à l'imagination des saboteurs, de bien choisir leur cible, de telle sorte que cette violence soit aussi comprise comme appelant à autre chose et non pas comme pure agressivité ou ressentiment. Enfin, que ce soit une violence signifiante et significative et non pas une violence aveugle, comme celle des flics. Ouais. Démoralisé et en même temps, ça s'oppose pas, mais je trouvais vraiment intéressant ce que vous dites aussi sur la passion scientifique, qui peut être un lieu de liberté, je crois, aussi de la science. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas aussi intérêt aujourd'hui à, je sais pas, à réanimer cette passion chez les scientifiques pour qu'ils retrouvent... Contre le néolibéralisme, c'est pour ça qu'il faut que certains scientifiques, mais la plupart des scientifiques, quand ils dénoncent le néolibéralisme qui fait que leur métier est saboté, vraiment, plus que saboté, le font dans le regret du passé où on les respectait. Donc, il s'agit de, comment dirais-je, d'entendre cette plainte, cette passion, la plainte de cette passion détruite, mais sans entendre, enfin, en la détournant de cette référence à la situation normale où on laissait la paix aux scientifiques et où on les subventionnait parce que leur savoir assurerait le progrès de l'humanité. Mais est-ce qu'elle peut se loger ailleurs, cette passion? Dans le problème bien posé. Les scientifiques aiment les problèmes bien posés. Enfin, quand un scientifique digne de ce nom sait que tout son travail dépend de bien poser le problème. Simplement, dans certaines sciences, c'est beaucoup plus difficile que dans d'autres. Pour le neutrino, ça donne. Il a fallu bien poser le problème, c'est-à-dire les différences que le neutrino, avec masse ou sans masse, serait susceptible de faire pour trouver les situations où il ferait cette différence. Le problème a été bien posé, on ne s'est pas dit le neutrino a-t-il droit à une masse. Donc, les sciences expérimentales ont l'art de chercher la manière de bien poser le problème pour qu'il devienne décidable. Dans d'autres sciences, comme les sciences humaines, bien poser le problème, alors que les problèmes sont tellement enchevêtrés, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, c'est vraiment leur rapport avec la situation problématique qui doit être mis en question. C'est plus au labo, c'est dans beaucoup de sociologues qui veulent faire leur science autrement parlent maintenant d'enquête. Et l'enquête, c'est pas une enquête d'opinion. Hein. L'enquête, c'est aller aller, comment dirais-je, séjourner dans des lieux concrets et créer des relations avec les protagonistes de ces lieux qui permettent d'apprendre quelque chose et de célébrer éventuellement quelque chose qui compte pour plus d'un, qui nous apprend sur qu'est-ce que peut une situation et par quoi il a fallu passer pour qu'elle devienne capable d'exister comme elle est. Donc, bien poser le problème, là, ça c'était une des choses implique de surtout écouter ceux à qui on s'adresse, là où ils ont conquis une certaine force.
et non pas en tant que faible et facile à décrire à distance à partir de leur faiblesse. C'est pour ça que les scientifiques, comment dirais-je, les physiciens surtout, ont refusé les sociologues des sciences. Parce qu'ils savaient bien que ce que les sociologues décrivaient existait, mais définir la science par sa faiblesse, c'était une mauvaise action. Donc, ne jamais tirer parti de la faiblesse de l'autre pour le décrire. Ça, c'est une manière de bien poser le problème aussi. Et ça, ça a été inventé par des sociologues. Donc, c'est quelque chose qui peut parler, mais qui demande de toutes autres habitudes et surtout pas la recherche de définitions objectives. Donc, il y a moyen facilement. C'est un sabotage intéressant, la critique des définitions objectives, parce que elle rencontre quelque chose. Elle peut rencontrer et activer quelque chose chez les scientifiques eux-mêmes.